is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Hostie de consensus. Si vous êtes un fidèle de ce podcast, et de vous à moi ce serait plutôt une bonne idée, vous avez souvent entendu parler de cette recherche permanente de consensus au Québec. Jean-Marc Léger, qui était mon invité dans l'épisode numéro 11, je crois, nous expliquait que le consensus était l'une des 7 caractéristiques qui font des Québécois un peuple unique au monde, ni plus ni moins. Et c'est vrai que globalement, tout ce qui pourrait prêter à polémique semble passer allègrement sous le radar médiatique local. Pour le coup, on est vraiment loin, mais alors vraiment très très loin de la France, où on en parle, mais on ne parle que de ça. Qui d'ailleurs parfois a créé la polémique de toutes pièces, parce que tu comprends, il faut quand même bien meubler l'antenne si on veut vendre de la pub et payer des factures. Là, c'est vrai, on est sur une autre planète. Et de vous à moi, cela a un côté reposant qui n'est pas pour me déplaire. Mais bon, quand même, à la longue, c'est compliqué d'avoir des conversations un tant soit peu intéressantes si, par principe, on s'interdit tous les sujets qui fâchent. Et pourtant, il y en a des sujets qui fâchent. Alors dans ce pays dont la devise pourrait être « pas de chicane dans la cabane », mon invité fait office d'espèce en voie de disparition. Depuis 9 ans, et il va me dire si je dis des conneries, depuis 9 ans, il anime le Supermatozoïde, un podcast d'opinion. Oui monsieur, oui madame, j'ai bien dit d'opinion. Alors forcément, niveau chicane, ça envoie pas mal, et ça laisse entrevoir une toute autre facette du Québec. Salut Mike! Hey, salut, comment ça va? Ça va excellemment bien et je suis tellement content de te recevoir aujourd'hui, tu n'imagines même pas. Bon, mon Dieu, les fleurs. Est-ce que le pot va arriver? il s'en vient, t'inquiète pas. Je l'ai mis de côté, mais pour l'instant, je veux que tu restes, donc voilà. C'est bon. Mike, moi il se trouve que je te connais puisque maintenant depuis quelque temps j'écoute le Supermatozoïde, mais il se peut, même si ton podcast est autrement plus populaire que le mien, mais il se peut qu'il y ait 2-3 auditeurs qui ne te connaissent pas, et comme tu as un talent inné, j'adore la manière dont tu le présentes et dont tu commences chacun de tes podcasts, j'aimerais te laisser la parole pour te présenter en 10 secondes comme tu le fais à chaque fois. Ah, eh bien, mon nom, c'est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les omelettes de la planète et c'est moi qui est l'animateur du podcast Le Supermatozoïde de podcast.com. Donc, c'est un peu ça ma présentation. C'est un peu ça ma petite phrase fétiche que je dis depuis 9 ans, même plus que ça, mais depuis 12 ans, parce qu'avant, je faisais de la radio. Donc, je commençais souvent cette émission-là avec cette petite phrase-là qui prenait contact avec le public. Tu sais, les gens qui te connaissent pas, souvent, ils ont besoin d'avoir un petit crochet pour
pour t'apprécier. Cette petite phrase-là a toujours fait rigoler autant les auditeurs que les femmes que je croisais, que j'abordais, que j'abordais dans les bars. Ah ouais, tu l'utilises aussi dans les bars, celle-là? Puis maintenant, bon. je suis marié, là, mais à l'occasion, oui, c'est parce qu'on dit souvent que femme qui rit est à moitié dans son lit. En tout cas, on disait ça à une certaine époque, peut-être moins aujourd'hui, mais... Si, on le dit toujours, mais on le répète pas à nos épouses, c'est tout. Non, effectivement. On est prudent quand même. On veut vivre vieux, mais... T'as raison, mais en un seul morceau. Hein. Mais non, lorsque je sentais que la fille que je voulais aborder était un petit peu hors de ma portée, parce que quand même, je le dis, je suis le plus beau des omelets, donc je suis conscient que je suis pas parfait, loin de là. Hein? Et des fois, une petite phrase comme ça qui fait sourire, qui déstabilise un peu la fille qui a trop confiance en elle, ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans quelques occasions, mais pas toujours. On se doit de l'avouer. Bon, plutôt pas mal. En tout cas, elle fonctionne vraiment bien, cette phrase d'accroche. Et elle donne bien le ton à chaque fois. Et puis, ça file la pêche, quoi. Ça file la pêche. Donc, oui. C'est vraiment bien. Et c'est d'autant bien que ça fiche la pêche. Fiche la pêche, oui, je vais y arriver. Ça va d'un poil. Parce que après, des fois, il y a des sujets, alors que tu les amènes toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de sympathie, mais dans ton émission, le Supermatozoïde, il y a des sujets parfois assez trash. Et avant d'en parler des sujets, j'aimerais bien que tu m'expliques le Supermatozoïde. C'est quoi donc ce nom? C'est ridicule. Attends, moi ça s'appelle Fais-tu Fred, c'est pas mieux. Hein? Mais le supermatozoïde, c'est loin. Là. Ça date de la fin des années 90. Juste pour mettre les gens en contexte, j'ai 45 ans. Ça paraît peut-être pas, j'ai une voix de gamin, là, mais j'ai 45 ans. Je me sens encore tout jeune, tout fringant, mais j'ai 45 ans quand même. Bah, pour moi, je sache que tu es tout jeune et tout fringant, je suis ton aîné. Bon, excellent. Merci. Félicitations en passant. Hein. Je sais pas si on doit se féliciter quand on parle à son aîné ou non. Ah bah oui, maintenant, je veux dire, arrivé à mon âge, on se félicite à chaque fois, tous les matins, on se dit « Ah, je suis là, c'est cool. » Je respire encore. mais le supermatozoïde, c'est né d'un petit groupe d'humour d'il y a longtemps. On voulait faire de l'humour un peu à la vidéo. Sur YouTube n'était pas encore connu. Mais fin années 90, début 2000, il y avait l'espèce de vague Jackass. Puis évidemment, nous, on trouvait ça hyper drôle. Puis on s'était dit, pourquoi on fait pas ça au Québec? Mais on va se donner un nom qui est particulier, un nom qui attire l'attention puis qui déroute un petit peu les gens. Puis là, je cherchais plein de noms. Là, le duo du bas, je veux dire, il y a plein de noms qui est sorti qui étaient ridicules. Puis à un moment donné, vu qu'on était plusieurs, j'ai comme fait, j'écoutais une émission qui a été populaire au Québec pendant un certain moment donné, pas très, ça n'a pas été très long, là, mais ça a eu un certain succès qui s'appelait Les Super Mamies. Et donc, c'était l'histoire de vieilles grand-mères qui étaient cool, qui étaient un petit peu à l'avant de leur temps et qui faisaient rêver évidemment tous les enfants d'avoir une grand-mère cool. Donc, je l'ai dit à un moment donné très rapidement, puis ça a sorti les supermatozoïdes. Et là, ce nom-là est sorti pour le groupe d'humour qui a eu un succès, on va se le dire, très, 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 très minime, un succès d'estime, on va le dire comme ça, c'est plus gentil. Mais lorsque c'était le moment de me lancer en radio et en podcast par la suite, ce nom-là m'a toujours collé à la peau parce que c'est moi qui étais derrière les textes, qui était derrière un peu tout le léchage de ce style d'humour-là, puis de ce groupe-là, le logo, tout. J'étais à l'arrière de tout. Puis finalement, j'ai décidé de le garder encore une fois pour mon podcast. Puis c'est comme si ça faisait partie de moi. C'est comme mon bébé depuis tellement longtemps que ce nom-là me... Tu sais, il y a encore des gens qui me croisent puis ils m'appellent le mato ou le plus beau des omelets. Donc, ça va me suivre. Ça va me suivre toute ma vie. Même que sur ma pierre tombale, je pense écrire « Ici J, le plus beau des omelets de la planète. » Carrément, là. Tu sais que sur les passeports, on a le droit de faire mettre un pseudo. Ah oui? Ouais, oui, alors voilà, mais tu peux mettre un pseudo. Quand tu es connu sous ton pseudo, tu peux le faire ajouter sur les pièces d'identité et il me semble aussi sur les passeports. Ah oui. Donc, Mike Tremblay, le plus beau des omelets. Je pense que ça peut te valoir deux, trois retenues en douane. Oui, probablement. Monsieur, passez par là pour nous expliquer. On va appeler toutes les douanières, elles vont juger. Non, c'est ça. On va leur laisser la chance, entre parenthèses, de me rendre coupable ou non. Alors, le supermatozoïde, voilà comment l'idée est venue. Et aujourd'hui, dès le départ, le supermatozoïde, quand tu es parti en radio, tu l'as anglais justement sur un
sur un podcast ou une émission de radio d'opinion ou c'est venu avec le temps? Non, c'est avec le temps. Vraiment, là, au début, c'était vraiment une émission. Même les débuts du podcast. Au niveau de la radio, j'ai jamais eu l'émission Le Super Métazoïde. Il n'y a jamais eu d'émission comme ça. J'étais toujours un faire-valoir qui faisait les sports, qui animait, mettons, dans les émissions du retour. Mais j'étais la personne qui faisait des blagues. J'étais la personne qui pince sans rire, qui ajoutait des petits commentaires sarcastiques. J'ai toujours été bon, un petit peu ironique aussi. Donc, ça a toujours été ma force. Et à un moment donné, j'ai décidé que la radio, c'était terminé. Pourquoi? Parce qu'on a trop serré par le CRTC aussi au Québec, au Canada. Il y a beaucoup trop de règles. On peut pas dire ce qu'on veut. On peut pas faire jouer la musique que l'on veut. On peut pas. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a parlé des podcasts. Et là, c'est là que j'ai vraiment comme ouvert les yeux. Puis j'ai comme fait, oh oui, c'est quoi un podcast? Un peu comme quelqu'un aujourd'hui en 2021 encore se pose la question. Mais moi, en 2000, mon Dieu, 2016, 2012, 2013, ouais, 2013, excusez, ça va vite. Je me suis posé la question à savoir c'était quoi un podcast. Puis là, quand je me suis rendu compte que on pouvait le faire chez nous avec un minimum d'équipement, une console, un micro, un bon ordinateur. Puis là, je pouvais avoir les invités que je voulais. Je pouvais avoir la facture que je voulais. Je pouvais mettre la musique que je voulais. Si j'ai le goût de mettre du Billy Talent avec du Georges Brassens, avec du... Tu sais, j'étais capable de mettre ce que je voulais. C'était la pleine liberté. Moi, j'ai toujours été à la recherche de la liberté. Puis, c'est relié directement à l'opinion. Mais les premières années du Super Métazoïde, c'était pas un podcast d'opinion, c'était un podcast où les gens avaient des chroniques. J'avais plusieurs chroniqueurs et je recevais des vedettes à chaque semaine. Donc, des semaines, je recevais Guy Lepage, j'ai reçu Denis Coderre, j'ai reçu plein d'invités comme ça avec les années, Mike Ward. J'ai reçu beaucoup de gens à mon émission. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis j'ai comme fait, non, Mike, on s'en va vers une période où ce que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Les gens veulent avoir de l'opinion, puis toi, tu en as une opinion. Puis, tu sais, l'opinion, je dis souvent, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais, j'ai pas la prétention de dire que... Non, c'est ça. Tout ce que je dis, c'est vrai. Il y en a souvent, ils vont accrocher sur ce qu'on dit en pensant que c'est la vérité ultime. C'est pas vrai. C'est mon opinion. Si ça t'aide à forger la tienne, tant mieux, mais c'est pas le but de la chose. Moi, c'est juste une thérapie de mon côté, là. J'ai un podcast d'opinion, je livre ma thérapie. Oui, je livre ma thérapie, mais je livre mon opinion aux gens. Les gens font ce qu'ils en veulent. Puis ça a toujours été ça à partir de, mettons, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, peut-être sur 9 que je fais de l'opinion. Puis ça a toujours été ça, le but de la chose, c'est de prendre... J'ai 2 points. J'ai 2 points. C'est de donner mon opinion, puis apprendre aux auditeurs comment gérer leur opinion. Parce qu'au Québec, là, on a un problème, puis j'imagine que c'est un peu partout. Oui. La polarisation est super présente au niveau de l'opinion. Puis je veux que les gens apprennent à prendre quelques pas de recul. Parce que là, on a beaucoup trop d'émotions, pas assez d'opinions. C'est ce qui se passe actuellement. Les gens, maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, ça va rapidement. Aussitôt qu'ils ont une idée, ils ont une opinion, vite, ils se dépêchent à aller sur Facebook Live pour donner leur opinion. Mais c'est pas donner ton opinion, c'est de donner ton émotion du moment. Tandis que l'opinion, c'est quelque chose que tu dois réfléchir. C'est pas comme un rire où ça sort automatiquement de toi. C'est quelque chose... En tout cas, moi, je trouve encore que les mots ont un sens en 2021. Puis si tu veux être quelqu'un d'opinion, puis donner ton opinion, tu te dois d'avoir la responsabilité de prendre quelques pas de recul avant de donner ton opinion. Puis c'est un peu ça aussi on va dire ma mission. J'ai une double mission dans ce podcast-là. Oui, c'est de parler, donner mon opinion en ayant du plaisir. Tu l'as très bien dit tantôt. On essaie d'être rigolo puis de s'amuser malgré tout. Mais c'est aussi d'apprendre aux gens ou de réapprendre aux gens à avoir une opinion. Puis ça, c'est la partie qui est la plus difficile du podcast. Ça, ouais, j'imagine. Tu le disais que c'est un peu mondial. Je te confirme, c'est partout, hein, parce que ouais, c'est. Il y a une phrase en France, je sais pas si elle est utilisée aussi ici, un dicton qui dit les avis c'est comme les trous du tout le monde en a un. C'est pas Coluche qui avait dit ça? Oh, c'est pas impossible. Ouais, c'est bien son genre. C'est bien. Sauf que lui, il aurait pas bipé, tu vois. Oui, c'est probablement Coluche. Et à l'ère des réseaux sociaux, c'est tellement ça. Les gens ne... À la limite, moi, je suis assez d'accord. Hein, je leur reproche pas d'avoir un avis, mais je préférais qu'ils aient une opinion. C'est-à-dire qu'une opinion, un avis, c'est changeant, ça va avec le vent. Puis ils font pas attention. Puis en général, moins l'avis est argumenté, moins il est nourri derrière, plus il est, j'allais dire, extrême. Enfin voilà, il est balancé comme ça pour faire mal ou pour faire chier ou pour faire beau, mais il y a absolument rien derrière. Ça fait pchit quoi. Alors qu'une opinion, une vraie opinion, c'est quelque chose de travaillé.
c'est pour moi quelqu'un qui a une opinion, c'est aussi quelqu'un qui accepte d'en débattre, donc éventuellement de la faire évoluer. Oui. Oui, effectivement. Mais ce qui arrive aussi avec l'ère des réseaux sociaux, c'est qu'à l'époque, mais exemple, à l'époque de mon père, qui était un batailleur, hein, j'ai pas peur de le dire, c'était quelqu'un qui est un fier à bras, mais à l'époque, lorsqu'ils avaient une opinion, puis il n'y avait pas les réseaux sociaux n'existaient pas, ben ils se rencontraient au bar ou au pub. Puis là, il s'obstinait avec quelqu'un d'autre, ça se terminait avec quelques coups de poing, puis après ça, ben, ça prenait une bière en riant. Tu sais, c'était un peu ça. On livrait un peu, on débattait de son opinion, il arrivait un conflit, ça se terminait là. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux donner ton opinion. Il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, mais qui restent toujours dans le respect, mais tu as toujours les extrémistes qui, eux, vont venir mettre le feu aux poudres. Puis là, ça va apporter encore plus de gens, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est fait comme ça avec les algorithmes. Plus qu'il y a des gens qui commentent, plus qu'il y a des gens qui vont voir la publication et qui vont ajouter leurs commentaires. Donc, c'est bien fait, mais c'est mal fait aussi en même temps. Puis c'est ce qui fait que ton opinion, au bout de la ligne, tu sais, ça commence avec on va se le dire, avec une bonne raison derrière. Tu donnes ton opinion, tu veux être structuré, tu veux faire quelque chose de bien puis de pacifique. Puis au bout de la ligne, lorsque tu regardes après les 575 commentaires qui ont été ajoutés ensuite, ben ça s'est terminé que tout le monde veut se tuer, tout le monde se déteste. Puis il y en a même qui décident d'enlever là, des amis. Là. Tu sais, il y a des amitiés qui se sont perdues par rapport à ça. C'est particulier quand même quand tu dis qu'une seule opinion peut déchirer une amitié qui date de plusieurs années. C'est pas normal. Moi, je trouve ça dangereux, même à la limite. Là. Je trouve ça dérangeant. Là. Ah mais c'est complètement dangereux. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Sur les études que j'ai pu voir récemment, et je pense qu'au Québec, on est à peu près pareil. Il y a les deux biais principaux des réseaux sociaux, c'est que le premier, c'est que là où on voyait au départ une ouverture vers le monde, on se rend compte à la longue que ça devient un rétrécissement. C'est-à-dire que par ce jeu, des algorithmes ne vont m'être proposés dans mes fils d'actualité que les gens avec lesquels j'interagis, et en général qui sont les gens auxquels je suis abonné, qui sont les gens avec qui je suis plutôt d'accord. C'est assez malin, sauf qu'à un moment donné, ça ne m'ouvre pas les yeux, les oreilles à un discours contradictoire. Et le deuxième truc, c'est que dans les commentaires, effectivement, les commentaires qui sont valorisés vont être les commentaires les plus likés ou les plus trash ou les plus extrémistes, voire les plus bêtes, autant dire carrément. Il y a quand même de fiefés connards qui sont dotés d'un téléphone portable, oui. Et qui prennent la parole et comme on dit souvent, il y en a toujours eu comme ça, mais en général ils étaient au café du commerce complètement peintés et avec juste 3 mecs pour les écouter qui étaient à peu près aussi frais qu'eux. Bah, sauf qu'aujourd'hui ils ont accès à toute la planète, dis donc. Oui. Ça fout les boules. Non, c'est ça. Je le dis souvent, la boîte au fou est ouverte avec l'ère des réseaux sociaux. Puis c'est dommage parce qu'on a vraiment toute la connaissance de la planète au creux de notre main. On pourrait tellement l'utiliser pour... ça pourrait tellement être génial. Ben oui. Mais absolument génial. Oui. Puis ça commence même... Je suis peut-être le père le plus fatigant pour les enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants ont tendance, oui, à utiliser leur téléphone portable pour parler avec leurs amis, pour faire du réseautage, c'est correct. Mais ils me posent souvent la question, pourquoi est-ce que la Lune tourne autour du Soleil? Est-ce que je donne un exemple. Ils me posent des questions, est-ce que la Lune tourne autour du Soleil? Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Est-ce que là, je leur dis souvent, Google it, Wikipédia. Vous avez la chance d'avoir les connaissances de la planète entière, des plus grands spécialistes scientifiques et autres entre les mains. Puis oui, il y a des désinformations au travers, là, on s'entend. Là, il y a des sites, reptilien.org ou nouvelordremondial.ca. Je veux dire, il y a plein de... ça commence là, moi, je pense, au niveau des enfants. Puis ça, c'est un de mes premiers combats, c'est de leur démontrer l'esprit critique. C'est important de leur montrer le vrai du faux parce que ce qu'ils ont entre les mains, ça pourrait être dangereux pour eux plus tard s'ils sont pas capables de découvrir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait pas l'être. Ça devrait commencer à la base au niveau des réseaux sociaux. Puis on dirait qu'on se débarrasse un petit peu des enfants, on les laisse aller un peu partout en se disant ils vont en prendre par eux-mêmes. Non, je pense que déjà à partir de
du jour 1 du secondaire à l'école, il devrait avoir des cours sur, au lieu d'apprendre à coudre ou à faire un pâté chinois, tu connais le pâté chinois, j'imagine? J'en ai entendu parler, oui. J'ai pas encore goûté, mais j'ai fait un podcast avec Anne Rouleau sur la bouffe au Québec et elle m'a parlé du pâté chinois. Mais il devrait, au lieu de montrer des cours de nourriture ou quoi que ce soit, d'avoir des cours d'esprit critique pour les plus jeunes, pour apprendre à grandir avec les réseaux sociaux. Sinon, ils vont devenir des espèces des hommes des cavernes avec ça. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. On l'a dit tantôt. Si c'est pas bien manipulé, puis c'est pas bien assimilé par les enfants, ça pourrait être dangereux entre leurs mains. C'est très dangereux. Moi, je partage ton avis. Il y a quelques années de ça, quand j'étais dans la communication et le marketing, j'avais essayé de me rapprocher d'associations où on militait pour aller dans les écoles. Alors, en France, c'est compliqué parce qu'il faut les autorisations du ministère et tout, faire 75 000 formulaires et tout, mais l'objectif, c'était quand même de pouvoir aller dans les écoles pour faire des formations. Alors au départ, c'était aux médias en général, parce qu'il y avait avant les réseaux sociaux, il y a eu le boom d'explosion de la télévision. Puis il y a le côté vu à la télé, quoi. Voilà. Et le poids des images aussi. Plein de choses, hein. Le fait que, paradoxalement, le monde n'a jamais été aussi sûr qu'en 2021. Si on compte les conflits dans le monde, hein, voilà. Il n'a jamais été aussi sûr, aussi pacifique, malgré tout. Et pourtant, on a tous l'impression qu'il est à feu et à sang. Bien plus qu'avant, tout simplement parce qu'avant, les images des combats ou des conflits à l'extérieur ne venaient jamais jusqu'à nous. On n'en entendait pas parler. Et aujourd'hui, on a toutes les infos. Donc, il faut vraiment apprendre effectivement aux jeunes à décoder, à comprendre ça, à prendre de la distance, à cultiver leur esprit critique et à sourcer les informations, bordel de moi-même. Il y a tout sur Internet, mais il faut sourcer, quoi. Mais les enfants, oui, faut travailler avec eux. Pourquoi? Parce que les adultes, on peut plus rien faire pour eux. Je tente dans mon podcast d'éduquer les gens de mon âge, même tu sais, à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans, puis tenter de leur faire comprendre que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Tu sais, il faut apprendre à faire ses recherches, comme le dit si bien certains complotistes, mais je veux dire, dans la bonne chose, de prendre le temps de pas seulement voir une vision des choses, de prendre le temps de fouiller avant de se lancer dans une opinion ou dans une direction qui pourrait mêler d'autres gens autour d'eux, parce que c'est souvent ça le problème avec l'opinion, c'est que des gens vont y aller, puis ils ont tellement la certitude qu'ils ont la vérité, qui vont propager ça un peu partout dans leurs réseaux sociaux, la désinformation, puis ça va justement inciter d'autres personnes qui n'ont pas d'opinion à livrer aussi cette désinformation-là, puis ça se développe là, graduellement là, comme un cancer. C'est ça que je déplore le plus aujourd'hui en 2021, parce qu'on parle beaucoup d'opinion là, au niveau de mon podcast, mais il faut apprendre à manipuler cette opinion-là. Il y a beaucoup trop de gens qui utilisent l'opinion pour passer un message ou pour faire du capital de sympathie ou politique ou n'importe quoi sans penser qu'il y a des conséquences. Donc, ça donne l'image aux gens ou la pensée magique aux gens qui peuvent dire et faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux sans aucune... en toute impunité, dans le fond. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque tu fais de l'opinion ou tu donnes ton opinion, tu mets ta tête sur le bûcher. Même si c'est sur Internet et que c'est pas géré par quelque chose, tu mets ta tête sur le bûcher. Tu veux dire cette opinion-là? Ben, assure-toi d'assumer ton opinion. C'est pas parce que c'est sur Internet et non à la télévision que, oh non, ben, je peux le dire en toute impunité. Non, c'est quelque chose qui est dangereux. Il faut manipuler ça avec soin, l'opinion. Il faut le faire avec justesse. C'est ça que les gens ont oublié de le faire en 2021, c'est avoir un peu de justesse dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils approchent comme opinion. Et c'est un peu mon travail aussi là-dedans, là, dans le podcast. Là. Ouais, c'est clair. Justement, pour en revenir au podcast, depuis 4 ans maintenant que tu fais de l'opinion, quels sont les grands sujets d'opinion? Parce que je le disais dans l'introduction, moi j'ai l'impression que les sujets entre guillemets polémiques, sur ce que je vois, je regarde la télévision, j'essaye d'écouter un petit peu la radio et tout, mais là, je lis la presse, mais on peut pas dire qu'elle soit très foisonnante. J'ai l'impression que tout ça passe un petit peu sous le radar. Voilà, il y a quelqu'un des fois qui dit bonjour, je suis pas d'accord. Voilà, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Merci, au revoir, excellente journée. Du coup, j'aimerais bien savoir, on chicane sur quoi au Québec? Là, ta question est pour cette année ou au cours des 20 dernières années? Alors, on va parler de cette année après, si tu veux, parce que je vois bien quel est le sujet central. Et il y a de quoi s'amuser avec, et on va terminer en se marrant d'ailleurs. Oui. Mais
on va dire, avant le Covid, dans la vie d'avant, c'était quoi les sujets sur lesquels on se bastonnait Je te dirais que c'était un pot pourri de sujets qui tournaient toujours autour de la politique. Je pense que oui, on va arriver au mouvement complotiste, évidemment, mais je pense qu'au Québec, puis là, je parle seulement pour le Québec parce que j'habite ici, là, j'ai le pouls du Québec avec moi, là, donc je pense qu'il y a une grosse accumulation des gens qui sont un peu à bout de souffle. Il y a beaucoup de gens qui sont désillusionnés du gouvernement. Ils payent beaucoup d'impôts, n'ont pas beaucoup de services. On parle du système de la santé. Oui, c'est gratuit au Québec. On est bien avec la carte d'assurance maladie, mais en même temps, on paye beaucoup pour des fois passer 12 à 13 heures de temps dans une salle d'attente avant de rencontrer un médecin. Alors que aux États-Unis, c'est une autre façon, c'est une autre philosophie, si on peut dire, les hôpitaux là-bas, parce que alors qu'eux autres, ils voient les gens comme des clients, nous, on voit des gens comme des patients. C'est carrément une philosophie différente, mais nous, on voudrait avoir le meilleur de tous les systèmes de la planète parce qu'on paye très, très cher en impôts et en taxes. Puis ça, c'est pas relié au service, c'est vraiment relié au fait que on a délaissé le Québec pendant plusieurs générations. On a décidé de pas investir. Puis là, on paye pour ça aujourd'hui, malheureusement. C'est un peu ça. Puis c'est pour ça que les gens, je te dirais que le sujet premier au Québec, c'est la politique. On parle beaucoup des gens politiques. On parle beaucoup il y a beaucoup de commissions aussi par rapport à des scandales par rapport à la politique. Je pense que les gens avec on parlait du bon côté de l'Internet puis le fait de s'échanger beaucoup d'informations se sont rendus compte que il y avait beaucoup de magouilles au niveau de la politique. Même si on le savait, on voit de plus en plus concrètement des histoires par rapport à ça. Donc, je pense que le sujet premier, en tout cas, du supermatozoïde, avant la COVID, on parlait beaucoup de politique. Autant fédéral que provincial. On se laisse aller sur on va dire des dossiers qui ont été mis de côté. Puis là, soudainement, à cause de la COVID, c'est devenu soudainement important. On parle de détresse humaine, que ça fait des années qu'on dit on manque de gens par rapport au suivi pour la détresse psychologique. La DPJ par rapport aux enfants ici au Québec. Ça fait des années qu'on a des histoires puis qu'on se rend compte que il n'y a pas d'aspect humain pour les enfants dans la DPJ au Québec. C'est vraiment un ordinateur qui décide si l'enfant retourne à sa famille ou non. Donc, on rentre les coordonnées, on pèse sur Enter. C'est l'ordinateur qui décide. Il n'y a pas personne qui utilise son gros bon sens, son cœur, c'est son amour pour cet enfant-là, qui va dire, non, moi, je me fous de ce que l'ordinateur va dire. Cet enfant-là va sortir de la... Tu sais, on est tous pognés dans une espèce de machine qui fonctionne vraiment pas bien, mais qui coûte extrêmement cher. Puis, je pense que c'est ça un peu au Québec depuis plusieurs années au niveau de l'opinion. Je me suis rendu compte, les gens chialaient beaucoup contre le gouvernement, mais c'est à cause de ça. Les gens en ont pas pour leur argent. Puis ce qu'on a connu avec la COVID maintenant, c'est un peu le retour des gens, l'insatisfaction. Il y a comme un message autour de ça que les gens sont un peu au bout du rouleau. On payé pendant des années, ont toujours fermé leur boîte, ont jamais parlé, ont jamais chialé contre le gouvernement parce qu'ils n'étaient pas heureux. Là, on dirait que c'est comme une grosse session comment je peux dire le terme, c'est vraiment de chialage collectif. Là. On est vraiment l'insatisfaction collective est vraiment sortie à ce moment-ci pendant la COVID. Puis c'est pas quelque chose qui m'est étranger parce que depuis des années que je fais de l'opinion, ça revenait toujours ces sujets-là. Puis c'est pas parce qu'on veut chialer contre le gouvernement parce qu'on veut chialer contre le gouvernement. Il le méritait quand même, là. On va se le dire. Là. Donc, je te dirais qu'avant la COVID, c'était ça. Puis pendant la COVID, là, c'est les complotistes qui, eux, ont décidé qui ont pris le dessus. Oui, qui ont pris le dessus, qui ont décidé de prendre le crachoir, comme dirait l'autre. Puis, mais tu sais, moi, de mon côté, j'en ai jamais eu contre les complotistes. On a le droit de manifester et de ne pas être d'accord avec le gouvernement. C'est un droit qui est démocratique. C'est un droit qui est acquis pour nous. Ça fait partie de notre liberté, autant d'expression que notre liberté personnelle. Je veux dire, on n'est pas dans un pays communiste. On peut dire haut et fort qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Ça, j'ai jamais rien dit contre ça. Ce que je suis pas d'accord, c'est les gens qui profitent de la naïveté des autres pour partir des fondations, en leur promettant de les libérer des normes sanitaires, des gens qui décident de faire des sociofinancements justement parce que eux vont combattre pour leur liberté puis ils vont se mettre devant les policiers puis devant le gouvernement. Moi, c'est plus ces gens-là que je combats parce que je trouve que c'est crasse. Tu peux pas faire ça. Utiliser la naïveté des gens qui, eux, veulent juste un espoir rapide de sortir de la COVID
puis tu leur soutires de l'argent en leur promettant une utopie comme une liberté complète et totale alors qu'on est en pandémie, là. Ouais, ou tu leur soutires de l'argent ou, entre guillemets, tu leur soutires de la gloriole. Parce que dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, là, il y a pas mal de traits communs, malgré tout, avec la France que je connais bien. Et sur ces complotistes, alors, c'est pas vraiment un complotiste, mais on veut dire qu'il y a une personnalité publique en France, André Berkoff, en l'occurrence, qui a un peu vrillé, on va dire, qui travaille aujourd'hui sur Sud Radio et qui est un anti-vax avéré, convaincu, qui utilise tous ses billets d'humeur quotidien à la radio pour expliquer au monde qu'il ne faut surtout pas se faire vacciner, que sinon on va choper la 5G et que personne, alors qu'en plus c'est vachement bien de choper la 5G, enfin tout le monde la veut, quoi, puis ça coûte un bras, donc on peut la récupérer gratos, voilà. Mais bon, qu'il faut surtout pas faire ça, que ça n'a pas été testé. 3 milliards de vaccins, c'est pas un test fiable pour l'instant. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Et il s'est fait piéger par un journaliste qui a réussi à dégoter l'info, comme quoi, lui, il est allé se faire vacciner quand même. Mais oui. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, les mecs, hein. Voilà. Mais on parlait de polarisation, c'est un peu ça, hein. C'est l'image qu'on va projeter pour augmenter la polarisation de l'opinion de ton côté, mais comme tu dis, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, puis c'est pareil en politique, c'est pareil partout, c'est toujours une question d'image. Puis, mais ce qui est le fun, c'est qu'en 2021, c'est que maintenant, il y a un dicton, puis ça a été dit par quelqu'un, je répéterai pas son nom parce que je le déteste maintenant, mais il disait, à la gang, ensemble, on sait tout. Mais c'est vrai. À la gang, on sait tout. Ça veut dire, ensemble, on apprend toujours par savoir la vérité. Puis c'est vrai. Donc, ça sert à quoi de faire une game? De jouer un jeu puis d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Moi, là, j'ai fait ça plus jeune. J'ai essayé d'être quelqu'un parce que je m'aimais pas nécessairement. Puis peut-être que je trouvais que j'étais vraiment le plus beau des hommes laids. Mais tu sais, à un moment donné, on joue réellement un jeu. Puis après ça, à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu fais comme non, je mérite mieux que ça. Je suis réellement une vraie personne à part entière avec sa personnalité, puis je peux apporter quelque chose avec mes qualités puis avec mes défauts. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui veulent être parfaits. Il y a trop de gens qui veulent être plus grands que grands. Tout le monde veut être meilleur puis faire la morale aux autres puis barber le gouvernement, alors que tu pourrais juste être toi-même, un citoyen du peuple qui travaille, puis qui apporte toi aussi ta solution à la pandémie en te faisant vacciner. Là, c'est pas ça. C'est tout le monde maintenant veut avoir son 15 secondes de gloire avec son téléphone cellulaire. Mais c'est ça le truc. À faire un Facebook Live pour que ça soit partagé par 100 000 personnes puis que tu deviennes soudainement une vedette. C'est exactement ça. Papa, je veux être star plus tard. Oui. Voilà, c'est exactement ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, notre jugement de valeur sur qu'est-ce qu'une personnalité publique, qu'est-ce qu'une star, une vedette, on l'appelle comme on veut, notre jugement de valeur, notre échelle de mesure, c'est le like. C'est ce putain de like sur les réseaux sociaux. Et forcément, quand les réseaux sociaux ont décidé au départ que toute conversation devait être bloquée à 140 signes, effectivement, il y a quelques personnes particulièrement brillantes qui arrivent à condenser des pensées complexes, des avis complexes, avec des doutes, avec des choses comme ça, qui arrivent à le condenser en 140 signes, même si c'est passé à 280 depuis. Et puis, il y a la 99% de la planète qui n'en est pas capable. Et du coup, en 140 signes, la seule chose qu'on peut dire d'intelligent qui tape un peu, qui fait un peu... accroche ou voilà, comme on dirait dans la pub, c'est une vaste connerie. Voilà. Et c'est facile de faire un bon mot, de se moquer de quelqu'un, de voilà, en 140 signes. C'est évidemment beaucoup plus compliqué d'avoir un discours construit. Et d'ailleurs, celui qui aujourd'hui veut développer un discours construit, moi c'est pour ça, et je pense que toi aussi, que j'aime tellement le podcast. Voilà, alors on en est à 31 minutes d'émission depuis qu'on a commencé à enregistrer. Je sais pas combien de temps ça va durer, parce que de toute façon, tant que l'émission nous intéressera, on continuera. Et on a cette liberté de parler dans le temps et de développer notre pensée. Absolument impossible aujourd'hui dans les médias, où faut une phrase d'accroche, puis que ça, voilà. Et on ne s'intéresse qu'à ça. Et celui qui a un discours un petit peu long, il fait chier son monde. D'ailleurs, je suis peut-être en train de faire chier mes auditeurs, dis donc. Alors, faites pas la gueule, restez quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui le savent peut-être pas, mais tu sais, tous les gens de la radio, tous les gens de la télé,
c'est un spectacle. Les gens sont là pour attirer l'attention. Gardez votre attention le plus longtemps possible pour regarder la publicité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inné. Tu sais, les gens qui vont à la télévision, à la radio, ou même dans le podcast, s'assoient derrière un micro, puis il n'y a rien de préparé, blablabla, bla, c'est un talent naturel. Donc, moi aussi, j'ai ce talent naturel. Je vais faire un Facebook Live pour attirer des gens. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est un spectacle. C'est de la poudre aux yeux. Les gens qui pensent que c'est la vie, c'est vous autres qui avez de la poudre aux yeux. C'est ça que je trouve dommage là-dedans. C'est que les gens, on dirait qu'avec les réseaux sociaux, sont plus capables de faire la différence du vrai du faux. Puis ils sont carrément dans un autre monde au point où ils sont prêts à renier leur famille, leurs amis et des personnes qui ont aimé toute leur vie là, à cause qu'ils sont adeptes d'un personnage sur les réseaux sociaux, puis ils s'approprient leur opinion, s'approprient leur façon de penser. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des gens qui le voient pas. Moi, je le vois depuis 2 ans. J'ai du recul par rapport au mouvement complotiste, par rapport moi, je les appelle les influenceurs. C'est pas des influenceurs, c'est des gens qui sont frustrés, mais je les appelle les influenceurs qui font monter la frustration des gens au point que les gens s'entredéchirent, les familles, je veux dire, les amitiés. Moi, je trouve ça épouvantable parce que la nature de l'être humain, c'est quoi? C'est pas la machine, c'est l'autre être humain. C'est ça qui est important pour nous. Puis c'est ce qui a fait que la pandémie a tellement été difficile pour nous, c'est qu'on a perdu le contact humain avec nos amis, avec nos voisins, on a fait un gros sacrifice. Puis ces gens-là constamment voulaient détruire ces sacrifices-là en barbant les normes sanitaires, en parlant de, mon Dieu, je vais le dire, là, mais j'essaie toujours de pas rire, mais de dictature. Savez-vous, c'est quoi une dictature? Voulez-vous vraiment comparer une dictature dans le plus sérieux du monde avec ce qu'on a vécu au Québec? Ouais. Ce qu'on a vécu, c'est un sacrifice. C'est un gros sacrifice. Ça a été difficile. Puis si aujourd'hui, on est libre, puis on n'est pas complètement libre, mais je veux dire, on a gagné une certaine liberté, c'est grâce à ces sacrifices-là. C'est pas à cause des complotistes, puis c'est pas à cause des influenceurs puis des leaders. C'est nous, c'est notre victoire. Puis j'espère que personne va nous l'enlever parce que c'est véritablement notre victoire à nous. Ouais, puis pour ce qui est de la dictature, c'est sûr que ça fait bien marrer. Oui. En France et comme au Québec ici, hein, c'est des gens qui crient à la dictature, à l'infamie de la dictature française, québécoise ou canadienne. Il y en a plein en général. Ils font des manifestations tous les samedis, encadrées par la police, hein, le plus normalement du monde. Ils font tous les plateaux de télévision et tous les posts de Facebook Live que tu veux de la planète. Enfin, voilà, ils peuvent clamer absolument partout à coups de grands cris qu'on est en dictature. Je leur suggère d'aller faire exactement la même chose du côté de l'URSS. Oui. Voilà, juste qu'on rigole. Pardon, de la Russie, excusez-moi. Là, j'ai trahi mon âge. J'ai dit URSS. Oui, mais là t'as visé la bonne dictature, si on peut dire, le bon communiste, là, quand même, on va se le dire. Ah bah là, on est bien. Là, au niveau de l'URSS, on est quand même plutôt pas mal. Oui, Mais c'est là qu'on voit que c'est limité au niveau des recherches des gens, tu sais, parce que souvent ces gens-là, là, je vise beaucoup les complotistes, là, mais tu sais, le fond de leur message, c'est quoi? Ah, vous avez peur, vous êtes des moutons, vous êtes en train de vous faire piquer avec justement la 5G gérée par Bill Gates, puis les chemtrails, puis après ça, ils viennent nous dire la dictature, puis ils utilisent des mots forts, des mots dangereux, des mots qui font peur. Donc, eux, ils nous disent qu'on a peur, mais ils utilisent la peur pour attirer des gens dans leur espèce d'engrenage qui est malsain. Moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je me suis mis à les confronter, ces gens-là, parce qu'à un moment donné, je me rendais compte qu'il y a des gens autour de moi qui partageaient leurs vidéos, puis ils disaient « Ouais, c'est pas fou ce qu'ils disent. C'est pas fou ce qu'ils disent. » Même le plus fou des fous pourrait dire quelque chose d'intelligent. Et on se le dit, là, même une horloge cassée, elle donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, je veux dire, non, mais je veux dire, on peut dire, n'importe quel fou peut dire quelque chose d'intelligent à un certain moment donné de sa vie. Donc, je veux pas que tu me donnes ça comme excuse. Je veux pas que tu partages ça et tu me dises, hey, c'est pas fou ce qu'ils disent. Je veux que par toi-même, là, par responsabilité, toi-même, là, parce que tu sais que ça va être partagé puis il y a d'autres gens qui vont lire ça. Fais ta propre recherche puis ensuite, tu pourras peut-être le dire que c'est pas fou ce qu'ils disent parce que toi, t'as vu des faits, t'as vu des choses concrètes qui appuient cette espèce d'opinion-là. Mais lorsque je vois des gens partager des choses par rapport à la dictature, qu'il y a des tunnels souterrains avec des enfants, des fœtus humains qui donnent de l'adénochrome, qui nourrit les grands leaders mondiaux, afin qu'ils aient une jeunesse éternelle.
mon Dieu, ça a l'air le fun dans votre tête, là. Ça a l'air vraiment amusant. Je veux aller faire un tour dans votre tête. Ça a l'air plus amusant et moins cher que la ronde, là. On va se le dire, là. C'est là qu'on voit que le cannabis est en vente libre au Québec. Hein. Ça en voit pas mal quand même. Oui, non, c'est ça. C'est peut-être un aspect négatif de la vente du cannabis, mais bon. Il y en a un autre. Oui? Je suis sûr. Je suis sûr. On ne parle jamais de l'odeur. Dans tous les trucs autour de la légalisation du cannabis, Oui. qui est un sujet sur lequel j'ai pas d'avis définitif, toi, par exemple. Je suis plutôt pour. Mais il y a un truc qui me gave, c'est que régulièrement, je marche dans les rues et tout d'un coup, je vais suivre quelqu'un qui est en train de fumer, puisque malgré les interdictions, plein de gens qui fument dans la rue, hein, du cannabis, j'entends. Et l'odeur est franchement hyper désagréable, quoi. Et quand t'es avec tes enfants... Non, c'est ça. Moi, j'ai ma piote et dit « Ah, papa, ça sent le tabasco ». Oui, on lui expliquait que c'était du tabasco. elle a 11 ans. Mais quand même, quoi. C'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est juste pas super agréable. Moi, ma fille, elle avait 3 ans, ma fille, puis on avait été au Festival d'été de Québec. Mais tu sais, au Festival d'été de Québec, lorsque tu achètes ton macaron, c'est bon pour les 10 jours du festival. Donc, mettons, Oui. en début de soirée, si des fois t'es à Québec, au centre-ville, on va aller faire un tour au festival, on va aller voir c'est quoi l'artiste, c'est quoi le... Puis j'ai été avec ma fille de 3 ans, puis je suis arrivé là, puis c'était Snoop Dogg. Donc, et ma fille... Et ma fille de me dire, papa, ça sent le printemps. Ça, j'ai trouvé ça très bon. Joli. Oui. Joli. C'est la naïveté de l'enfant. Mais papa de dire, bon, on va y aller. Snoop Dogg, tu m'étonnes que ça devait sentir le printemps. Oui. Non, c'est ça. C'était un gros nuage au-dessus de la foule, puis c'était pas à cause de la poussière, là. Bon, en tout cas, le cannabis, visiblement, ça nourrit bien les complotistes, parce que les 2-3 exemples que tu m'as donnés là pour terminer, ils sont quand même super bien gratinés. Ça se passe comment dans tes émissions quand tu les confrontes? Parce qu'on a parlé des sujets, je vois à peu près ton avis ou la manière dont tu les confrontes, mais eux, ils réagissent comment, les complotistes? Je sais que dans ta dernière émission, là, t'as donné la parole à un complotiste volontairement, en l'annonçant, d'ailleurs, en prenant plein de précautions. Oui. Oui, tu parles de mon chapeau? Ouais, de tout. Même des précautions oratoires avant, voilà, où tu expliqué à tes auditeurs ce que tu allais faire, comment ça risquait de se passer. T'étais pas forcément sûr que tout se passe crème, quoi. Et voilà. Raconte-moi comment ça se passe quand tu les confrontes, parce que moi, de mon expérience que j'ai sur les quelques personnes dans mon entourage qui peuvent être tentées en général d'acquiescer à ces thèses-là et tout. En général, ils aiment moyennement qu'on soit pas de leur avis. Ben, ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur donne la chance de s'exprimer. Ça, ils adorent ça. Je pense qu'ils ne détestent pas le fait d'avoir un débat avec nous, mais à un certain moment donné, ce qu'ils détestent, c'est que on leur donne pas raison. Tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, ces gens-là, ce qui font que ces gens-là ont raison, puis que ça a pas l'air fou ce qu'ils disent, comme déjà dit une de mes tantes, justement, c'est le fait qu'il y a personne qui les confronte. Ils sont devant leur Facebook Live, puis tous ceux qui sont là, grâce à l'algorithme, on revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, c'est comme une chambre aux échos. Donc, ce qu'ils disent est renchéri par les commentaires des 200 personnes qui l'écoutent en live, mais qui pensent la même chose. Donc, il n'y a pas réellement de débat. Donc, à partir du moment où il y a un débat, où ce qu'on réussit à écraser certains de leurs faits ou de leurs points, là, l'animosité s'installe. Et juste te donner un exemple, à un moment donné, c'était pas un débat, c'est un Facebook Live que j'ai fait par moi-même. Et j'étais seul, puis j'expliquais que, bon, la fameuse puce dans le vaccin. OK? J'ai dit, mon Dieu, on se doit vraiment de féliciter les infirmières du Québec. On va leur dire bravo à ces infirmières-là. C'est probablement les personnes qui ont les meilleurs yeux sur la planète. Pourquoi? Parce que dans chaque flacon, il y a 6 doses de vaccin. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une dose, ils se doivent de trouver la micropuce. Il y en a quand même 6 dans le flacon, donc il y a 6 doses. Donc, sont quand même très, très bonnes les infirmières. Ben oui, de trouver la puce
dans la fameuse dose qu'ils vont nous injecter dans le bras. Donc, il y en avait 6 dans le flacon. Donc, tu sais, là, ils se sont mis à me détester puis à me dire, ben ouais, tu comprends rien, Mike. Sais-tu pourquoi? Parce que la micropuce est déjà dans l'aiguille. Donc, c'est pas... Ben, j'ai dit, OK, ben oui, c'est vrai. Vous avez toujours raison, surtout sur la Terre plate, sur la Lune qui est un hologramme. Je veux dire, ils ont toujours des explications. Puis c'est ce qui fait qu'ils me ça les rend un petit peu... ça les rend cute. Ça les rend, je sais pas, moi ils m'amusent un petit peu avec toute leur explication, avec toute leur cause. Ils ont toujours une explication ou une histoire par rapport à chaque théorie, mais soudainement, avec le temps, parce qu'au début, j'étais très peu connu par rapport au monde des conspirationnistes, là, ils ils te connaissent bien, là. Ils me connaissent très bien. Donc, là, ils se sont même détestés à envahir ma page et j'ai même reçu des menaces. Et, on parle de menaces physiques et même qui est une menace de mort ou que justement la personne... Oui, monsieur, ça n'a pas été dans les médias parce que j'ai pas voulu en parler, mais là, c'est en train de se régler. Mais tu sais, ça a été jusque-là. Puis c'est même pour ça que j'ai pris une certaine pause à un certain moment donné. J'ai arrêté pendant 8 semaines le temps de me ressaisir puis de replacer un petit peu même à me poser la question si j'ai le goût de continuer à faire de l'opinion, parce que moi, là, veux pas, j'ai l'air de la personne qui gagne sa vie avec ça. Non, j'ai un peu des patrons, les Patreons qui donnent de l'argent comme ci, comme ça, mais je veux dire, c'est pas mon travail de base. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille dans un autre domaine qui est très bien payé, je gagne très bien ma vie. Demain, j'arrête de faire du podcast, je continue à payer ma maison puis tout ce qui va avec. Mais je me suis sérieusement posé la question, est-ce que j'ai le goût d'avoir des menaces, puis que ma vraie vie, parce que, je le répète, c'est un show, c'est virtuel, on s'amuse. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour, parce que oui, j'aime blaguer, puis être sarcastique, puis être ironique, mais le jour que ça va porter atteinte à ma famille ou à ma santé personnelle ou à mon physique, c'est terminé, je vais arrêter. Là. Je veux dire, j'ai rien à gagner de plus que ce que je gagne là, avoir des gens qui apprécient mon discours puis qui écoutent mon émission chaque semaine. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question, est-ce que les gens sont rendus trop embarqués dans cette histoire-là de la COVID pour continuer à faire de l'opinion? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont peut-être des loose cannons qui attendent juste le déclic dans leur tête pour arriver chez moi avec un arme et peut-être la décharger, comme on a déjà vu. Moi, ça m'a tout passé par la tête. Même si au Québec, on connaît pas réellement ça, ça peut arriver. C'est pas tu sais, Charlie Hebdo, tu sais, oui, ça touchait la religion, mais ça aurait pu toucher un autre sujet. Donc, tu sais, c'est un peu ça que j'ai eu peur à un moment donné, puis j'ai décidé de prendre une pause, puis finalement, j'ai dit, bon, OK, Mike, on va revenir un petit peu à la base, on va revenir un petit peu vers l'humour, puis on va un peu moins attaquer personnellement, puis je vais même me faire vraiment, je vais décider de donner la parole aussi à des complotistes. Tu sais, quitte à peut-être essayer de pas trop les détruire, pas trop les brusquer en entrevue. Tu l'as vu lors de la semaine passée avec Joe Lindigo. J'ai donné la parole. Puis Dieu sait qu'il l'a pris. Mais bah oui. mais je veux que ça reste un dialogue, puis je veux garder un certain respect, même envers les gens, que des fois je trouve que leur discours est complètement ridicule. Là. Ouais, je comprends. Ouais, dis donc que le Québec du consensus, il vient d'en prendre un sacré coup quand même. Oui. Non, ouais, c'est difficile. Mais tu sais, ça aurait pu être le consensus, la planète consensus. Ça aurait, comme tu l'as dit tantôt, c'est partout dans le monde. Les gens sont déchirés, autant pour la religion que pour l'opinion, que pour... tu sais, on est quand même bien au Québec. Puis, je veux dire, même en France, en Europe, on est quand même libre. Je pense qu'on s'entre-déchire sur l'opinion parce qu'on n'a rien d'autre pour s'entre-déchirer. Tu sais, à un certain moment donné... C'est ça, on est des enfants gâtés. C'est ça, c'était la religion. Tu sais, comme au Québec, juste te donner un exemple, je ne sais pas si c'était au Québec à l'époque, mais à l'Assemblée nationale, où ce que nos politiciens débattent au Québec, on avait le crucifix, qui était bien visible à l'Assemblée nationale. Puis à un moment donné, le gouvernement a décidé de devenir un État un peu plus laïque, chose que j'endosse à 100%, parce que la religion devrait être personnelle, on devrait faire ça chez nous, à la maison, personnellement, et pas nécessairement mêler ça à la société autour de nous. Hey, soudainement, les Québécois étaient tous rendus catholiques, pratiquants. Tout le monde voulait protéger le crucifix. Je veux dire, on est comme ça. On aime le goût du jour, puis on aime s'exprimer, puis donner nos émotions. Et ça donne pas toujours le... Mais c'est pareil partout dans le monde, je pense. Puis tu me l'as confirmé tantôt. J'étais content de l'entendre, cette phrase-là. Ah oui, non, mais c'est pareil partout. Après, il y a aussi des règles en termes de communication. Parce que tout ça, tu le disais, c'est des shows. Et tous ces mouvements-là sont des mouvements de communication. L'une de ces règles, c'est que
les gens en général, quand ils prennent la parole pour s'exprimer, pour réagir, c'est pour dire qu'ils sont pas d'accord. Tous ceux qui sont d'accord, fussent-ils majoritaires, en général se taisent. C'est la fameuse majorité silencieuse. Mhm. Mais du coup, le bruit que tu entends te laisse entrevoir, par exemple, les derniers mouvements, on va dire, en France, dont on a beaucoup parlé, même internationalement. Bien sûr qu'ils étaient importants, parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de casse, il y a eu beaucoup de choses comme ça et tout, mais si tu les compares sur un plan, j'allais dire, purement numérique, par rapport à des grands mouvements qu'il y a pu y avoir à la fin des années 90, au début des années 2000, où chaque manifestation se comptait en millions de personnes, là, on était sur des manifestations qui, toute France cumulée, oscillaient entre 100 et 150 000 personnes, ce qui était relativement... C'est beaucoup, hein, 150 000 personnes, mais dans un pays de 68 millions d'habitants, c'est pas non plus ce qu'on avait connu. Mais par contre, tout ça a été amplifié par le bruit médiatique. Et effectivement, ce bruit médiatique où tous les gens qui sont contre, qui sont pas contents prennent la parole, ceux qui sont contents ou qui sont heureux se taisent, et bien évidemment, ce phénomène, il est fortement amplifié par tous les médias qu'il y a aujourd'hui. Je le disais dans l'intro aussi, avec moi, ce que je considère comme étant peut-être encore pire que les réseaux sociaux en termes d'impact négatif, et qui pourtant pourrait être là aussi, comme les réseaux sociaux, un trésor à chérir, c'est les télévisions d'infos continues. Oui. Qui sont super light au Québec, hein. Franchement, elles sont méga cool, mais en France, où il y en a plusieurs, en plus, qui sont vraiment en compétition, il faut créer les sujets. Les sujets, il y en a pas. En tout cas, il y en a pas assez pour faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on prend des micro-sujets, on les monte en épingle. Le lundi, c'est un sujet important. Le mercredi, c'est devenu un sujet vital. Et le samedi, c'est le sujet dont dépend le sort de la planète. Voilà, pour te montrer à peu près le truc. Oui. Et forcément, voilà, c'est... Sauf que le jour où arrivent les élections, bah, tout le monde est surpris parce qu'on se rend compte que ce qui est censé représenter ces opinions-là sont finalement, généralement, assez faiblement représentés dans les urnes. Parce que là, ceux qui étaient contents et tout sont aussi venus s'exprimer. C'est peut-être le seul moment où ils s'expriment. Donc ça nous donne toujours une vision très très biaisée de la réalité, et c'est pour ça que je trouve tellement important qu'il y ait des émissions comme la tienne, le Supermatozoïde, ou que comme tu le disais, tu essayes d'informer, d'éduquer un petit peu les gens à la matière. Il faut toujours regarder ces événements-là et cette perception médiatique avec un vrai recul, en disant ok, déjà, quelles sont les véritables informations, qui me parle, d'où sont les sources, et quelle est la portée véritable. Quelle est la portée véritable? Il faut donner une certaine couleur aussi, parce que c'est terne. Si on parle seulement des nouvelles, des choses qui nous entourent, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Qui veut parler des bonnes nouvelles en 2021? Personne. Malheureusement, malheureusement, tu sais, les bonnes nouvelles sont mises de côté. Pourquoi? Parce qu'on veut parler des mauvaises nouvelles. On veut pas s'identifier, on veut se comparer aux gens qui connaissent des malheurs pour se rappeler que nous, on a finalement une belle vie. Ça nous fait, on dirait que ça nous fait pratiquement plaisir. Mais c'est exactement ça. De voir des mauvaises nouvelles autour de nous. Mais moi, j'ai décidé de prendre ces mauvaises nouvelles-là, de les amener vers un côté plus, comme tu le disais tantôt, plus réfléchi, mais aussi d'apporter une certaine humour, apporter des blagues. Peut-être que les blagues, dans ton cas, tu les comprends peut-être pas tous, mais tu sais, on essaie... Pas toutes, non. Non, c'est ça. Il y a des fois, je manque de background, que c'est, voilà, tu balances des noms, des machins, des trucs, j'ai ah oui, comme diraient mes filles, j'ai pas la ref. Non, c'est ça, les références sont pas toujours là, mais faut s'amuser aussi autour de ça. Puis je pense que les gens ont oublié de s'amuser. On a un quotidien complètement fou, on travaille de 8 à 5, on a des heures de pris dans le trafic, on arrive à la maison, les enfants, le bain, le jour, le matin, c'est la garderie, les déjeuners, le dîner, les lunchs, c'est un rythme de fou. Le Supermatozoïde, ça veut quelque chose d'amusant. J'espère que les gens vont écouter ça puis ils vont se dire ouais, il a raison, ça me fait du bien que tu le dises haut et fort parce que c'est vrai que je pense comme ça. Si ça peut vous détendre, puis en plus il y a une petite blague qui arrive qui vous fait rire, ben tant mieux, j'aurai doublement réussi, mais c'est un peu ça le but, parce que juste faire de l'opinion, puis d'être sévère, puis de constamment juger les gens autour de nous. Oubliez ça, là, je peux pas faire ça. Il faudrait que je sois parfait, là, mais pas à peu près pour me permettre d'avoir la prétention de livrer ça. Attends, ça va, t'es quand même le plus bel des omelettes de la planète. Oui, mais... C'est pas loin de la perfection, ça. Oui, mais c'est juste physique. Mais non, c'est ça,
c'est particulier ce qu'on vit. C'est particulier. Puis j'espère, en tout cas, tu sais, tu disais que j'étais hyper populaire. Ben, pas hyper populaire, plus populaire que toi, mais tu sais, je veux dire, oui. à quelques centaines ou milliers d'auditeurs de plus par mois, je veux dire, on fait notre petit bout de chemin. Puis le jour que j'aurai plus le plaisir de le faire, c'est dommage pour les milliers de personnes qui écoutent, mais ça va être terminé. Tu sais. Le but là-dedans aussi, c'est de moi de me faire du bien. Tu sais. Moi, c'est mon petit moment de la semaine où je m'en vais dans mon studio chez moi. J'ouvre ma console, mon micro. C'est ma petite bulle à moi avec mon co-animateur, avec mon équipe, où ce que je m'amuse, je le disais tantôt, c'est une thérapie, puis je le pense toujours. Puis il faut que les gens se trouvent leur podcast à eux. Puis là, quand je dis leur podcast, partez-vous pas tous des podcasts, là. Mais ce que je veux dire, trouvez-vous votre zone que vous allez pouvoir vous sortir de cette réalité de fou. Fermez vos téléphones cellulaires. T'sais, on est trop souvent dans nos téléphones avec le négatif des réseaux sociaux. Avant, c'était le fun, les réseaux sociaux. Twitter, là, je me rappelle, en 2000, là, je parle comme j'étais un vieux de la vieille, là, mais Twitter, avant, les gens retweetaient, partageaient des choses. Maintenant, ça n'existe plus. C'est comme juste des... je sais pas, c'est rendu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de nombrilisme. C'est particulier les réseaux sociaux ces temps-ci. C'est pour ça que je demande aux gens, faites-vous plaisir. Et si c'est pour vous, c'est d'écouter un podcast, écoutez-en un. Si c'est de faire de la nourriture, faites-en. Amusez-vous, changez-vous les idées, parce que là, en ce moment, je suis en train de voir que les gens se rentrent dedans, mais pas à peu près au niveau de l'opinion. Puis les gens, ça prend pratiquement rien, puis pouf, ça explose, puis ça devrait pas être comme ça. On devrait être capable d'en prendre un peu plus en tant qu'être humain. C'est peut-être relié à la pandémie, mais faites-vous plaisir, pensez à vous un petit peu, passez du temps avec vos enfants, puis fermez vos téléphones. C'est tout ce que je demande un peu, là. Pas pendant que vous écoutez ce podcast-là, là, mais après, là, mettons. Oui, juste après. Oui. Là, tout de suite, non, ça fout le bordel, en plus. Non. Mais juste après, oui. Enfin, après, vous allez écouter le Supermatozoïde, et après, vous fermez les téléphones. Bon, ceci dit, vous pouvez l'écouter sur plein d'autres plateformes, le podcast, le mien comme les autres. Et, non, mais c'est vrai, t'as raison. Tu sais, on voit souvent ces photos. Notamment, c'est marrant parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux d'un couple qui visiblement est dans un super restaurant. Ils sont face à face. Il est très beau, elle est très belle. Ils ont probablement plein de choses à se dire. Ils sont tous les deux en train de regarder leur téléphone portable. Oui. Mais c'est une image qu'on voit, mais la réalité, c'est qu'on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Des fois, moi-même, à la maison, on est sur les canapés. Et puis je nous regarde et on est tous sur nos téléphones. Voilà. Et c'est triste. C'est triste. Donc du coup, maintenant, on met juste un téléphone, on écoute le Supermatozoïde en famille. Non, je déconne. Il y a que moi qui l'écoute. Je suis désolé, Mike. Oui. Non, je pense pour les enfants peut-être. Tu me disais c'était des ados. Alors non, j'ai deux grandes adultes maintenant. Oui. Voilà, parce que, bah oui, je t'ai dit, je suis plus vieux. 20 et 19 ans et j'ai une petite de 11 ans. Non, la petite de 11 ans va attendre un petit peu, là. Oui, je pense qu'elle va attendre un peu. Par contre, les deux grandes, je pense que ça leur plairait bien. Bon, comme moi, je pense que elles vont manquer de références de temps à autre, mais comme elles sont aussi à fond dans l'apprentissage de la culture québécoise, déjà, elles écoutent mon podcast et ça me fait vachement plaisir. On les salue. Voilà, et c'est le seul moment où je peux leur parler longuement, dites donc. Avec toute leur attention. C'est ça, dans un prochain podcast, je leur demanderai la liste de courses ou un truc comme ça en disant t'oublies pas de ramener du pain, s'il te plaît. Ou un podcast unique seulement pour tes enfants. Ouais, c'est ça. Le nouveau mode de communication familiale, c'est bon. Déjà, on s'envoie des SMS des fois pour savoir tu peux descendre pour passer à table, s'il te plaît. Ouais. Le podcast, c'est absolument énorme. Mike, franchement, c'était super sympa. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que tu vas continuer à le faire, le Supermatozoïde, ou en tout cas le podcast d'opinion, peut-être en y mettant effectivement, comme tu le fais depuis un petit moment, un poil plus de légèreté, mais ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage que quelques fiefés connards t'empêchent de faire ça et d'alimenter le débat, parce que même quand on n'est pas d'accord, y compris quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est tellement bien d'avoir des gens avec qui on peut discuter, écouter des opinions différentes, qui écoutent des opinions différentes. Et c'est tellement nécessaire, et peut-être même encore plus maintenant qu'avant. Enfin, ça a toujours été, mais là, je veux dire, là, je vais prendre une pause cette semaine, c'est ma dernière. Je prends une pause jusqu'en septembre, et ensuite, ça va être ma 10e saison. Je me suis donné le défi de partir à ma 10e saison. Pourquoi? Parce que je vais atteindre le 400e épisode de l'histoire du podcast. Mais 400. Tu te rends compte que l'émission qu'on enregistre ensemble, c'est la 20e de Fais-tu Frette.
Vous connaissez Fort Boyard ici? Oui, oui. Ça veut dire que le jour où j'arriverai, voilà, le jour où j'arriverai moi à la 400e, je serai le père Fouras. C'est pas possible. Mais tu sais, moi, mon but, c'était de dépasser un podcast qui m'a beaucoup influencé, qui n'existe plus maintenant au Québec, qui s'appelait En direct de nulle part. Ça a été on peut dire mon maître Jedi, là. Moi, je suis un peu son panawan, là. Je sais pas si la référence, tu la connais, là, au niveau de Star Wars. Oui, quand même. Bon, OK, c'est bon. Déconner, quand même. Non. Mais c'est ça. Eux ont arrêté à 380. Je me suis donné le but, au moins, de dépasser, mais tant qu'à être à 380, pourquoi pas 400? Puis après 400, ben pourquoi pas aller à 450? Donc, c'est un peu ça. On dirait que j'ai bâti un monstre, puis j'ai de la difficulté à m'en débarrasser. En même temps, il s'appelle le Supermatozoïde. Si tu veux, dans Goldorak, ça aurait été un Golgoth, il serait appelé Supermatozoïde, ça passait crème. Hein. Ça aurait été excellent. Mais tu sais, j'ai encore des projets, j'ai encore du plaisir à le faire, comme je te disais. Lors de la 200e, on a fait un brassin de bière. Il y a une microbrasserie qui a fait un brassin de bière avec le logo de la 200e. Lors de la 300e aussi, une autre microbrasserie a fait un brassin de bière. Pour la 400e, je vise un gin. Donc, oui, mais a priori, il y a d'excellents gins. Alors, moi, je ne bois pas d'alcool, mais de ce que je me suis laissé dire, il y a d'excellents gins au Québec. Oui, il y en a d'excellents. Surtout, moi, dans ma région de la Mauricie, il y a Wabasso et il y a aussi le gin de la distillerie du Quai. Donc, il y a deux endroits vraiment très, très reconnus au Québec au niveau du gin. Mais moi, de mon côté, je veux faire quelque chose encore de spécial cette année. Je veux peut-être lancer une bière. Là, je te donne un scoop. Une bière et un gin, mais qui pourraient se mélanger ensemble. Donc, par rapport à la 400e. Donc, là, c'est un projet que j'ai commencé déjà parce que la 400e va aller en juin 2022. Hein? Ça arrive vite. Si Dieu le veut. Mais oui, c'est ça. C'est le genre de projet qui se développe pas seulement en quelques semaines. Ça prend quand même... Il faut la brasser quand même, la bière. Donc, oui. Un peu de temps. Oui, c'est ça. Puis non, j'ai encore des beaux projets. Donc, non, je pense pas que cette année, ça va être ma dernière année. Je suis très motivé. Puis en plus, je gagne des nouveaux auditeurs à chaque semaine. Je trouve ça fabuleux. Ouais, mais c'est absolument fabuleux et c'est absolument mérité. Voilà. C'est gentil. Le Supermatozoïde, c'est juste vachement bien. C'est 100% québécois. C'est disponible sur à peu près toutes les plateformes audio, sauf, je dois le dire, ça n'est pas disponible sur Deezer. Et j'en profite pour parler à mes amis de Deezer, qui effectivement est une plateforme l'équivalent de Spotify, mais qui a été créée par des Français, qui performe en France et en Europe, mais qui n'est pas ou très peu présente au Canada et au Québec. Et mes amis de Deezer, ça serait bien de faire un petit effort pour venir de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'ici passe des trucs super sympas, et ça serait vachement sympa que le Supermatozoïde soit aussi sur Deezer. Mais sinon, vous le retrouvez sur absolument toutes les plateformes, et tu le disais tout à l'heure, il y a ton Patreon. Oui. Patreon, c'est aussi une plateforme qui vous permet d'avoir des contenus supplémentaires, des variants, comme tu les appelles, oui. Des contenus exclusifs ou parfois des avant-premières. Tout cela en échange d'une modeste et substantielle contribution au bien-être de Monsieur Mike Tremblay et du Supermatozoïde. Mais c'est bigrement mérité. Hein, tu le disais tout à l'heure. Tout ça, c'est du travail, et arriver à la 400e. Boudiou, qu'est-ce que tu as dû empiler comme heure pour arriver à faire tout ça? mais je te dirais que jamais j'aurais réalisé on va dire ce fait d'armes-là si j'avais pas eu les auditeurs. Veux pas, c'est un peu notre raison d'être. Tu sais, on n'a pas de salaire au bout de la ligne. C'est l'amour, c'est le retour du public, c'est le fait que tu es invité dans d'autres podcasts, tu fais des crossovers avec d'autres personnes, tu communiques avec des humains. Moi, c'est ma passion, c'est la communication. C'est pas seulement l'opinion, c'est de développer des relations puis d'échanger avec des gens. Donc, moi, ça me fait plaisir. C'est pas pour tout le monde, mais moi, ça me fait plaisir. Puis ça me motive encore à 45 ans. 9 ans plus tard, ça me motive encore à faire du podcast. Donc, je pense que je vais pas arrêter de sitôt, là. Écoute, on continuera tous les deux, et tu sais, un jour, on sera comme les petits vieux du Muppet Show. On fera nos podcasts là-haut, et on commentera les petits jeunes, et on va bien se poiler, tu vois. On sera mignons tous les deux. Oui, mais là, il faut se pratiquer pour rire en même temps, là. Regarde, on est bon, on est pile poil, on est synchro. C'est bon. Mike, c'était un véritable plaisir. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On aura presque jasé pendant 1 heure ensemble, et c'était top. Le Supermatozoïde, vous le retrouvez partout. Et puis j'espère que nous, on se verra bientôt. N'oubliez pas la 400e, donc il y aura du gin et de la bière. Voilà, je ne sais pas comment on pourra se le procurer ou quelle fête tu organiseras, mais j'espère qu'il sera. Et voilà, fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration.
Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faistufre2te, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.